Seriez-vous choqué de vous dire que Binance et le BNB sont centralisés? Je ne pense pas, en tout cas la majorité, et pourtant je vois passer beaucoup de commentaires et de messages d'investisseurs du BNB qui le découvrent. Et pour moi c'est une très belle représentation de ce qu'est l'investissement en crypto aujourd'hui, le fait d'investir sans forcément connaître les fondamentaux. Et est-ce que c'est Gary Gensler qui pourra changer ça? Je ne pense pas. Surtout que la crypto est en train de devenir le fer de lance de la campagne électorale américaine, surtout du côté Trump. Et oui, c'est un énorme sujet, la réglementation de notre industrie. Mais est-ce que ça va réellement changer les choses? Est-ce que les promesses de campagne électorale seront tenues ou à contrario ne seront que des promesses d'une campagne électorale qui sera déjà dans le passé? Bonjour, c'est Cryptoly, je suis entrepreneur, investisseur, trader crypto et on va faire le point ensemble. Cette news est tombée le 14 juin et je ne pensais pas que ça allait faire autant de bruit, ou en tout cas que autant de personnes allaient en parler. C'est le fait que CZ possède 64% des BNB qui sont en circulation. BNB étant la crypto de la BNB Chain, c'est-à-dire la blockchain de Binance, qui a été lancée, qui a très bien fonctionné en 2020-2021 parce que c'était la blockchain qui a pris le pas sur la saturation d'Ethereum. Ethereum était saturé par les applications décentralisées, ça coûtait excessivement cher de faire un swap. BNB, qui était EVM compatible, donc on pouvait porter les applications d'Ethereum sur la BNB Chain, coûtait 3 fois rien, et justement, a très bien fonctionné. Surtout que c'était directement instancié dans l'échange centralisé le plus utilisé au monde à cette époque-là, c'est toujours le cas. Rappelons-le, au niveau du pourcentage d'utilisation, Binance est vraiment au-dessus du reste. Ça n'empêche que beaucoup de personnes sont choquées du fait que CZ, le fondateur de Binance, possède 64% des BNB. Et oui, déjà il faut comprendre que c'est quelque chose qui est normal, ceux qui ont l'habitude le savent, ceux qui ont fait les recherches le savent aussi. On sait très bien que le BNB appartient à Binance et que Binance appartient à CZ, sans compter que lors de la création du BNB, il y a une grosse partie du pool de BNB qui était attribué au fondateur de BNB, c'est-à-dire CZ qui se trouvait ici. Donc c'est tout à fait logique, et ça a toujours été le cas, il ne s'est jamais caché de détenir une grosse partie du BNB, et c'est aussi pour ça qu'il y a une diminution drastique, et un burn-in drastique qui est effectué sur le BNB, dans lequel on concentre la valeur totale dans les BNB qui sont détenus encore. Et qui c'est qui détient le plus? Forcément, CZ. Mais c'est en même temps logique, c'est quelque chose qui est normal et que l'on voit aussi beaucoup sous une forme d'equity. La seule chose qui peut être différent, c'est que aujourd'hui, on a Binance qui pèse très lourd, dans lequel, en effet, il n'y a pas de valorisation par rapport à l'equity, c'est-à-dire le nombre d'actions, enfin aux actions de Binance. On ne peut pas acheter les actions de Binance parce que c'est privé, c'est détenu majoritairement par CZ à 90%, mais ça a un poids qui est déjà très important et peut peser déjà plusieurs dizaines de milliards de dollars. Et cela se rajoute le fait qu'il y a le BNB qui est la crypto de Binance, mais qui n'est pas les actions de Binance, qui représente aussi plusieurs dizaines de milliards de dollars. Donc on a une double valuation qui n'est pas donnée en fait par les estimations de Forbes, mais il faut comprendre que c'est quelque chose qui était déjà affiché, et en l'occurrence, il faut impérativement se renseigner sur ces typologies-là, et c'est une des raisons pour lesquelles le BNB peut être à risque, parce que on a un individu qui possède énormément de BNB, on a une institution qui possède énormément de BNB, c'est une forme de centralisation que l'on retrouve énormément dans les exchanges centralisés. Peu importe, ça ne changera pas sur le caractère de l'investisseur qui ne s'est pas renseigné dessus, et peu importe ce que fera Gary Gensler. Même si Mark Cuban se joue de ça en expliquant que Joe Biden va perdre les élections à cause de Gary Gensler, en l'occurrence, Mark Cuban explique que la jeune génération américaine utilise énormément la crypto, et que toute cette génération américaine sera perdue par Joe Biden. Et il ira justement du côté Trump, parce qu'on a un cadre réglementaire crypto beaucoup trop important. Sauf que on oublie de vous préciser que l'utilisateur classique de la crypto ne s'occupe pas de la partie réglementation, on voit juste s'il peut ou non acheter les cryptos qu'il souhaite, détenir ces cryptos-là et pouvoir les utiliser, ou utiliser ces stablecoins. Et c'est exactement ce qui se passe dans les utilisateurs classiques, et donc les impacts de la SEC seront quand même relativement mitigés. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y en a un qui joue énormément de ça, c'est Donald Trump, qui a fait encore une fois une nouvelle intervention où il promet justement d'arrêter la guerre de Joe Biden contre les cryptos. On appuie énormément sur les mots pour pouvoir mettre la pression sur les élections américaines pour récupérer un maximum de voix, c'est quelque chose qui est plutôt classique, mais encore une fois on fait des promesses, que va-t-il rester une fois que ce sera terminé?
Au niveau de l'Europe, ce qui est sûr, c'est que on a une nouvelle assemblée qui est plutôt du côté de la crypto, on va dire ça comme ça n'empêche qu'on a déjà Mika qui va se lancer le 30 juin 2024, une réglementation autour de la crypto-monnaie, on va voir déjà comment ça va se dérouler, comment l'industrie va se mettre au pas en Europe, ça va être déjà un point qui va être très fort, mais ce qui est certain, c'est qu'étant donné qu'on a des nouveaux parlementaires, il va y avoir, encore une fois, beaucoup d'éducation à faire sur qu'est-ce que la crypto, comment ça fonctionne, et surtout quel est le bon cadre légal pour avoir une réglementation sans forcément étouffer une industrie. Et ça, c'est vraiment très important. Dans les petites nouvelles, à côté, nous avons ici un tweet que je vous ai fait déjà le 10 juin. Il y a toujours un airdrop à farm, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse, à savoir que c'est un jeu qui va se lancer, où vous avez déjà la possibilité de collectionner des cartes sur les fighters MMA, mais en l'occurrence, il y aura tout le jeu qui va se lancer autour de ça. Vous avez votre fighter, vous pouvez l'équiper, et vous pouvez justement le faire évoluer. Et c'est vrai que le MMA a pris vraiment beaucoup de poids autour de la jeunesse, qui est très tournée autour de la crypto aussi, donc il y a une bonne corrélation entre les deux, et c'est dans tous les cas un airdrop qui est 100% gratuit. Au niveau de cette semaine sur la macroéconomie, on va avoir des chiffres qui vont être relativement importants, mais qui vont être surtout dans la fin de semaine. On va avoir l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie qui va tomber jeudi, et ensuite on va avoir les PMI qui vont tomber vendredi, donc vraiment fin de semaine on va avoir du mouvement. Avant ça va être plutôt calme, même si on a un petit peu de vente au détail principal, ça reste quand même relativement faible en termes d'impact. Je pense que ce sera beaucoup plus tard, donc on risque d'avoir une macroéconomie qui va être plutôt stable, après cette semaine d'explosion massive sur le Nasdaq et le SP500 porté principalement par notre ami Apple, encore une fois, la force des 7 magiciens qui portent une partie de l'économie vraiment très forte, mais qui n'a pas empêché le BTC de clôturer dans le rouge la semaine dernière, où on est passé en dessous d'un niveau très important qui était 66 000, pour réintégrer au-dessus des 66 000 sur le week-end, un week-end qui a été plutôt salvateur au niveau du BTC. Quand on regarde, on a bien ici la clôture, on va même comparer, hop, ici la clôture du CME, la réouverture qui s'est effectuée, et on voit bien qu'on a un écart entre les deux. Et quand on regarde sur le all-time index, donc qui reprend et qui travaille le week-end, on voit qu'on a bien le ravalement de cette bougie-là, dès qu'on a eu la clôture du CME, respiration. Donc là, la grande question qui va falloir se poser, c'est est-ce que à la réouverture de 14h30, donc c'est-à-dire à la réouverture du marché américain, est-ce qu'on va avoir une continuité baissière et une pression baissière? Parce que clairement, la pression baissière vient du marché américain et il serait tout à fait logique d'avoir, encore une fois, cette pression très forte sur cette ouverture au lundi, à savoir que on a vraiment une pression qui vient principalement de l'ETF, dans lequel on a une vente qui a lieu déjà la semaine dernière et qui a fait justement la baisse que l'on a pu connaître, cette baisse que l'on retrouve ici. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait encore une fois ressentir sur cette semaine, où on pourrait nous amener dans des niveaux qui peuvent être beaucoup plus bas, avec un retest des 61 000, voire même des 60 000, qui est le bad range général que l'on retrouve ici. Et d'ailleurs, si on se redirige en ici, en daily, on voit bien que nous avons la possibilité d'aller retester ces niveaux-là assez facilement, et donc aller retester tous ces order blocks qui se trouvent ici. Donc il y a une zone qu'il va falloir surveiller avec une nouvelle impulsion baissière. Bon, on est encore loin, on prend un petit peu de recul, pour l'instant on est revenu dans ce range ici, on a réintégré, on est en train de le retester, et dans tous les cas, la réponse, ça va être dans la clôture de ce soir en daily, d'accord? Clôture ce soir en daily, est-ce qu'on clôture en dessous des niveaux des 65 000, et est-ce que les 64 000 vont tenir? S'il n'y a rien qui tient de ce côté-là, ça sous-entend qu'on va aller chercher tout de suite les 61-62 avant de pouvoir potentiellement repartir. Encore une fois, nous sommes dans un range, donc quand on est en haut, généralement, on va aller chercher la partie basse. Quand on est dans la partie basse, on va acheter pour aller chercher la partie haute, et c'est toujours ce fonctionnement-là. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au niveau des liquidités, c'est exactement ce que l'on voit. On voit ici la grosse partie de liquidité qui est dans le haut de range, et on voit que dans la partie basse de range, on a toujours la liquidité, qu'on avance petit à petit dans cette liquidité-là. En descendant, on va récupérer des pools de liquidité, et c'est le fonctionnement du prix, la liquidité drive le prix, ça a toujours été le cas, et en l'occurrence, c'est ce qui permet au prix de pouvoir se déplacer. Ça n'empêche que dans cette pression baissière que l'on a vécue, on a une dominance qui est toujours au-dessus de 55%, qui est plutôt bénéfique, et à côté, on a le Total 3 qui a quand même grandement souffert la semaine dernière, et qui souffre encore sur cette ouverture où on voit que les alts sont en train de saigner, et c'est un petit peu la représentation que l'on peut avoir actuellement. On a les mêmes coins qui survivent et surperforment, les alts qui saignent, et BTC qui range. Et ça, c'est une nouvelle dynamique que l'on n'a pas vue depuis très longtemps, et qui nous confirme aussi que le cycle est peut-être en train d'évoluer, en tout cas sur la typologie de personnes qui sont
présente actuellement, mais que nous sommes toujours dans cette phase de léthargie. Oui, actuellement, ce sont les mêmes coins qui drivent la liquidité, mais il est important de rappeler que celui qui va driver le marché reste et restera toujours BTC et Bitcoin, et celui qui va déterminer quand est-ce qu'on va partir en phase d'expansion, et c'est ce qu'il faut, dans tous les cas, surveiller. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.